99.1. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on est dans le studio. On va accueillir des jeunes venant d'un univers qu'on appelle les services civiques, des jeunes d'unicité. On va parler de leur engagement, de leur mission et on va leur laisser se présenter. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, qui veut bien se présenter en premier ou en première? Moi, du coup, je me présente. Je m'appelle Emma. Donc, je suis en service civique dans l'association Unicité. Et je suis dans la mission Repère Santé. Du coup, dans l'association Unicité, il y a plusieurs missions, comme Repère Santé Nous, il y a aussi cinéma, citoyenneté, éco-volontaire, solidarité senior et aidants. Moi c'est Gabriel, je suis aussi volontaire donc, dans la même mission. C'est vrai que c'est des missions d'intérêt public que porte Unicité qui sont bénéfiques et je dirais même essentielles pour les Rouennaises et les Rouennais, et puis plus généralement aux personnes qui vivent sur le département. Donc moi, Gabriel, j'ai fait avant tout un master, et aujourd'hui je suis en train de passer le concours pour être professeur des écoles. Voilà, c'est mon objectif de l'année. Bonjour, je m'appelle Mathéa, j'ai 22 ans, et du coup, tout comme mes collègues, je suis volontaire à Repère Santé. Du coup, parler de santé, c'était important pour moi. Je suis actuellement en licence de psychologie. Bonjour, donc moi c'est Eri, 22 ans aussi. Moi je sors d'une licence en langue étrangère. Donc j'ai choisi ce service civique parce que je trouvais que c'est une belle mission et que je trouvais ça intéressant justement de sensibiliser les jeunes à tous ces sujets de santé, donc notamment tout ce qui va concerner la sexualité, les addictions, etc. J'avais pris aussi cette mission parce que ça me permettait aussi de tester un autre domaine. Je vois que la plupart d'entre vous sortent plus ou moins du moule des études supérieures, mais je pense que dans vos missions ou dans votre équipe de mission, il doit y avoir des personnes peut-être issues de niveaux différents, peut-être qui n'ont pas pu aller dans des études supérieures, peut-être qui ont arrêté les cours, ou peut-être qui travaillaient, qui avaient envie de faire une mission de service civique, que souvent ce temps-là permet aussi, on l'a peut-être pas précisé, on va peut-être le dire maintenant, c'est que le service civique est un engagement citoyen basé sur une mission de 8 à 12 mois, où le jeune de 16 à 25 ans, de 25 ans à 30 ans en situation de handicap, est accueilli dans une structure pour une mission dite d'intérêt public. Donc, il n'est pas spécifique d'avoir un diplôme ou d'avoir un niveau d'études. Seule la motivation compte. On est d'accord ? Oui, absolument. Oui. Donc, c'était juste pour préciser, parce que nos auditeurs qui vont écouter votre présentation, qui ne s'étonnent pas qui se disent pas qu'il y a que des personnes issues d'études supérieures qui sont dans... Non, il est vrai que d'autant plus notre mission elle est assez peu représentative de ça, parce qu'en effet on est nombreux à être issus de l'université, mais il y a d'autres missions où pour le coup il y a beaucoup plus de diversité dans les âges et dans les profils. Ma première question pour commencer un peu ce podcast, c'est comment avez-vous découvert Unicité et pourquoi justement vous avez décidé un matin, il y a à peu près 6 mois, de vous engager pour faire un service civique? Moi, j'ai découvert Unicité sur Internet, donc du coup grâce au site servicecivique.fr. Donc c'est en découvrant un petit peu, cherchant des offres de services civiques, j'ai découvert Unicité. Et donc après, en me renseignant sur eux, j'ai vu qu'ils avaient beaucoup de missions, qu'ils étaient beaucoup engagés, qu'ils avaient des belles équipes. Et du coup, ça m'a donné envie de m'engager dans cette association. Pour ma part, j'ai, après mon master, eu beaucoup de mal à trouver du travail dans le domaine dans lequel j'ai étudié. Et donc, il m'a fallu... donc j'ai pris la décision de prendre une année pour souffler un peu, réfléchir. Et le service civique me semblait être une bonne manière à la fois de m'occuper et à la fois d'avoir du temps pour mon projet personnel. Et donc je me suis un peu renseigné, puis finalement j'ai été invité à une réunion d'information, et puis c'est là que j'ai trouvé la mission Repère Santé. Moi, pour ma part, je cherchais à avoir quelque chose pour accompagner mes études. Je trouvais pas vraiment de sens dans un job étudiant classique. C'est sur une affiche dans le bus que j'ai vu du coup Unicité et ça m'a tout de suite parlé. Après, ça s'est plus concrétisé lors de la réunion d'information, surtout sur la mission de Repère Santé, vu que c'est des valeurs que je partage et qui m'intéressaient. Moi, donc, comment j'ai connu Unicité? Donc, à la base, j'avais entendu parler du service civique. Donc, on m'avait expliqué que justement, c'était quelque chose qu'on pouvait faire qu'une seule fois. Donc, avant de commencer à travailler, je voulais au moins tenter l'expérience du service civique. Unicité, ça s'est fait un peu par hasard. J'étais tombé un peu sur leur offre sur le site service civique directement. Et j'ai postulé, puis on m'a rappelé directement, et voilà. Justement, en choisissant cette mission, on va essayer de décliner un peu le passage d'entrée dans l'association. C'est-à-dire que vous avez choisi votre mission, vous avez rencontré vos CEP, on vous a parlé de la mission, ils vous ont confirmé comme quoi vous étiez inscrit. Comment s'est passée la première journée de rassemblement avec toutes les autres missions ?
On a eu une première semaine d'intégration avec toutes les autres missions, du coup, environ 85, quelque chose comme ça. Donc c'était surtout des activités à faire tous ensemble, pas que notre mission réunie, mais vraiment tous mélangés pour apprendre à se connaître les uns les autres. Justement, mais c'est sympa aussi d'avoir ce temps fort, justement, de connaître des gens de différents horizons qu'on connaît pas. À la première sensation, c'est de la timidité, on commence à analyser un peu le regard de certains, on se dit est-ce que je m'entends avec lui, finalement peut-être pas. Enfin, c'est un engagement fort de travailler avec l'humain au quotidien, de créer une cohésion d'équipe, on va dire hors dehors d'un cadre professionnel classique ou institutionnel comme l'école, le lycée, le collège. Là c'est un autre moment dans la vie d'un jeune. Oui, c'est ça. Puis au début, c'est vrai que c'est surtout un peu de timidité, on n'ose pas vraiment faire les activités à fond. Au fur et à mesure que ça avance, il y a cet aspect convivial, tout le monde s'entend et en fait ça va un peu tout seul. Ça va tout seul, on s'entend avec les personnes tout seul, on rigole et comme c'est des activités qui nous sont proposées, c'est un peu différent que si directement on allait voir les personnes. Pour parler un peu de la mission, alors Repères Santé, ça consiste en quoi? Vous êtes justement des accompagnants dans des écoles, dans des collèges. Racontez-nous un peu, on va dire, les premières phases de votre mission. La mission Repères Santé consiste à se rendre dans de nombreux établissements. Donc il y a beaucoup d'établissements scolaires, écoles primaires, collèges, lycées principalement, on en a fait beaucoup. Et puis aussi des foyers jeunes travailleurs, des universités, donc des établissements plus pour des personnes majeures. Et puis on a aussi fait des centres de formation, de réorientation. Donc c'est très divers. L'idée c'est qu'on se rend dans des structures pour parler de santé de manière très vaste. On parle principalement des sujets de santé mentale, de l'addiction et de la vie affective et sexuelle. Et puis après on a des interventions plus ponctuelles sur des sujets tels que l'alimentation. Et donc dans le cadre de ces missions, on n'est pas tant des détenteurs du savoir, parce que la vérité c'est que, comme on l'a dit plus tôt, on n'est pas forcément des spécialistes dans ces sujets-là. On met un petit peu en avant ces disciplines, ces connaissances-là. On essaie de les rendre attractives par le biais d'activités et de jeux, et puis on essaie de réorienter vers des structures plus spécialisées pour les personnes qui seraient intéressées ou dans le besoin. On vous a donné des techniques, on vous a un peu formé, par exemple, à vous exprimer en public, à savoir gérer un groupe. Je pense que des professionnels issus de ce monde-là, de la santé mentale, de l'éducation, vous ont aussi donné des tips pour accompagner des jeunes, pour leur expliquer, par exemple, concernant le harcèlement, concernant la santé mentale, concernant les addictions, la sexualité. Enfin, si vous pouvez nous en donner un peu plus de concret dans le début de votre mission, de comment ça s'est passé, l'un ou l'autre d'entre vous, ça serait intéressant. En effet, on a eu des formations, nombreuses formations, notamment une semaine avec l'ARS de Normandie. Donc on a appris de nombreuses choses concernant la santé, notamment la santé mentale, aussi comment tenir un stand, car c'est des interventions que l'on fait dans des établissements, ainsi que de l'animation, des techniques d'animation, ainsi que des supports. Puis je dirais qu'on nous a, en fait on n'est pas nécessairement habitué à s'exprimer dans le chaos, je dirais, de certains forums par moments qui peuvent être très animés. Et on nous a un petit peu poussé dans nos retranchements, on nous a un petit peu mis dans l'embarras, de sorte à ce qu'on soit amené à toujours garder le cap et à s'adapter un petit peu, à improviser en fait. C'est aussi un travail d'improvisation qu'on a eu à faire. Et puis on a eu des formations dans différentes disciplines, par exemple le mois sans tabac, pour avoir un peu des connaissances concrètes. Et puis je dirais que cette Repères Santé, ça passe aussi par le fait de parfois accrocher des jeunes qui seraient un petit peu distants par rapport au sujet, avec une information choc qui va un petit peu attirer leur attention. Parce que parfois, si on s'en tient à des chiffres assez factuels, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de les intéresser. Et puis vous avez peut-être aussi créé vos propres outils, justement, permettre aussi d'aborder des sujets compliqués à votre façon, avec vos mots, avec votre expression, dans un esprit de non descendant, mais de partage, d'échange. Oui, c'est complètement ça. De manière générale, de toute façon, nos interventions, avant de commencer, on a l'habitude surtout de poser un cadre de bienveillance. L'objectif est de rappeler aux jeunes qu'on n'est pas là pour les stigmatiser ou les dénigrer par rapport à ce qu'ils font, mais avant tout de les sensibiliser à la sécurité. Étant donné qu'on est un peu de pair à pair, étant donné qu'on a à peu près le même âge, généralement, on va dire qu'ils sont plus à l'aise déjà à se confier auprès de nous. Et les messages, en tout cas, c'est ce qu'on ressent. Les messages passent plus facilement, on va dire. Il y a moins cette barrière qu'il peut y avoir quand c'est un professeur, un élève, ce genre de choses.
Et au niveau de nos outils, on aime beaucoup utiliser ce qu'on appelle les mises en situation et des quiz. Donc quand c'est les mises en situation, donc ça va être lié du coup à la thématique, soit les addictions, soit la vie affective et sexuelle. Et le but à chaque fois, c'est de voir déjà comment eux réagiraient par rapport à certaines situations. Et ensuite de voir ensemble, de débattre, de se poser la question de est-ce que c'est la meilleure manière d'agir? Est-ce qu'il y a des numéros? Est-ce qu'il y a des façons en tout cas plus efficaces de pouvoir agir et de manière à ce qu'ils soient eux-mêmes en sécurité et la personne aussi qui peut être en danger, etc. en sécurité. Aussi beaucoup de vrais faux, de d'accord, pas d'accord, ce genre de choses. Quelque chose qu'on aime particulièrement puisque ça permet à chacun de s'exprimer. Étant donné qu'on aborde des sujets comme la santé mentale, les addictions, la vie affective et sexuelle, etc. C'est souvent des sujets où ces jeunes-là n'ont pas forcément l'occasion de s'exprimer, que ce soit avec leur famille ou peut-être même entre eux, généralement surtout quand c'est la santé mentale, ce genre de choses. Donc ça permet aussi de libérer la parole et que chacun puisse s'exprimer, donner son avis et qu'on puisse voir tous ensemble comment justement améliorer certaines choses. Parce qu'avant tout, ce n'est pas qu'une simple intervention qu'on leur donne, c'est une manière à nous tous, même avec nous, d'apprendre des choses, puisqu'on a remarqué qu'il y a énormément de jeunes qui sont très informés sur énormément de sujets, et même nous, ça nous permet d'améliorer aussi nos interventions et nous améliorer nous aussi de manière générale. C'est vrai qu'on a eu la chance aussi il y a quelques semaines de rencontrer d'autres volontaires de Normandie lors d'un petit événement, et donc de découvrir aussi leurs outils et de s'en inspirer. Ceux de Caen. Oui, tout à fait. C'est intéressant, donc là on est à peu près, on va essayer de se situer un peu dans le temps pour nos auditeurs. Donc là on est au mois de octobre, si je ne me trompe pas, c'est à peu près là où la semaine d'inté s'est faite. Oui. Octobre, semaine d'intégration. Vous avez dû commencer vos missions, le temps de formation vers mi-novembre, peut-être? Oui, à peu près, oui. Donc racontez-nous un peu votre première immersion, votre premier lancement dans le bain. Est-ce que ça s'est passé dans un collège, dans un lycée? Votre première intervention, vous qui êtes devenus, on va dire, les porteurs de la mission Repère Santé, qui sont partis parler au public. Pour moi, c'est les lycéens de Val-de-Seine, je pense, à l'espace jeunesse de Grand-Queville. Ouais. Oui. Avec les azimuts aussi. Ouais, on a accueilli, on a participé à un événement, donc je crois l'espace jeunesse de Grand-Queville. Les lycéens du lycée Val-de-Seine sont venus, et donc on tenait plusieurs stands. Et puis il y avait aussi, il me semble, le panique familial. Je ne sais pas si vous avez le souvenir de Nightline, il y avait d'autres structures. Oui. Et donc on a abordé plusieurs thématiques. Il me semble qu'il y avait quelque chose comme l'estime de soi à travers les réseaux sociaux, et puis les addictions avec le tabac. Je pense que pour nous, ça a été assez on est rentré de manière intense là-dedans, puisque subitement on se retrouve avec 15-20 jeunes devant nous, et puis on doit faire une activité qui fonctionne. Et puis ça nous a aussi permis de nous rendre compte directement des failles de nos interventions, par exemple celle sur le tabac. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de lycéens qui ont beaucoup plus, qui potentiellement fument plus la puff que le tabac, et donc on s'est rendu compte qu'on avait des ajustements à faire, et que à un moment on est face à la réalité du terrain, on doit s'adapter. Ah tiens, très bonne question, parce que moi je me souviens quand j'étais au lycée il y a pas mal d'années en arrière, on va dire qu'une majorité de lycéens fumaient. Maintenant, vous qui avez pu fréquenter des lycéens, est-ce que vous retrouvez à peu près sur le pourcentage de jeunes qui se retrouvent devant la grille à la pause de 10 heures qui fument une cigarette ou pas? Bon, je pense qu'on n'est pas statisticien, mais que... non, bien sûr, non, je me dis bien. En tout cas, on n'a pas de chiffres. Tu vois l'idée de... Absolument. Non, ce qui est certain, c'est que le tabac a l'air quand même vraiment moins présent. Quand on demande, ce qu'on demande régulièrement aux lycéens, est-ce que vous... Dites-le nous, est-ce que vous fumez, etc. Le tabac a l'air d'avoir vraiment disparu, d'être beaucoup plus quelque chose des parents, même si je pense qu'il y a toujours quelques lycéens qui fument. Maintenant, la puff, les puffs ou les cigarettes électroniques ont beaucoup plus pris de place dans les routines de pause des lycéens. Merci pour ces explications. Donc on va avancer un peu dans le temps. Arrivé en janvier, donc vous avez déjà à peu près un mois et demi d'expérience. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui se sont posé des questions sur leur mission, qui ont une petite baisse de régime, qui se sont dit est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce qu'on sait qu'en général, à cette période-là, c'est un peu le début de l'hiver, c'est là où on reprend l'année civile, on se dit est-ce que je suis toujours dans le bon truc? Comme tu l'as dit, c'est vraiment la période où il y a vraiment une petite baisse de motivation. Évidemment, il y a l'hiver, il y a l'après des fêtes, et c'est vrai que le moral peut être relativement bas. Après, il y a certaines missions qui nous redonnent le sourire quand il y a des jeunes qui nous remercient, qui nous font des dessins. Enfin, ça fait toujours plaisir. Et c'est pour ça qu'après les vacances d'hiver, de Noël, je ne sais plus, il y a une semaine de remobilisation, ce qui fait vraiment du bien. C'est à peu près le même principe que la semaine d'intégration. On se retrouve entre promotions. Du coup,
80 jeunes à peu près. Et pareil, on fait des activités, ce qui permet de resserrer les liens après beaucoup de temps fort passé ensemble, beaucoup de missions, parfois de stress, de préparation, d'événements parfois qui ne sont pas passés comme prévu, d'organisation, etc. Pour vraiment se rappeler de pourquoi on fait cette mission, pourquoi cela nous plaît, pourquoi resserrer les liens autres que dans l'émission, en fait, se retrouver autrement. Parce que c'est vrai qu'on peut le dire aussi, hein, on va aborder aussi ce côté un peu néfaste de la mission d'un service civique, c'est que souvent en fait on organise nos interventions, on prévoit un planning sur une longue durée, des fois on arrive soit dans les lycées, dans les collèges en l'occurrence, je parle de ça parce que c'est ce que j'avais connu à une époque. En vérité, soit le CPE ou la personne qui est censée nous accueillir n'est pas au courant, c'était pas le bon jour, soit ils n'ont pas pris la bonne heure, soit les jeunes ne sont pas présents, etc., etc. Donc c'est sûr que ça peut amener des fois de la démotivation. C'est vraiment le... Mais il faut tout dire, oui, hein, ça, hein. Vous êtes libre. C'est ce qui arrive très souvent, l'organisation de nos partenaires qui... Ouais, peut-être un manque de communication. Après, il y a énormément de structures, on est très bien accueillis, heureusement. Mais oui, on a déjà vu des petits couacs comme ça, ou des problèmes d'horaire, de lieu. Puis j'ajouterais aussi que, c'est parfois des structures qui elles-mêmes sont soumises à tout un tas d'aléas du quotidien. Les lycées, je pense qu'ils ont aussi eux-mêmes leurs difficultés. Donc c'est vrai que faire se combiner nos aléas en tant que service civique et les difficultés de planning parfois des établissements, ça c'est pas toujours évident. Non, et puis des fois on peut tomber aussi, malheureusement, l'intervention était prévue sur tel jour, alors que ce jour est un jour de grève, par exemple. Vous écoutez HTR 99.1. Alors on a abordé un peu le côté mission du service civique, mais on va aborder aussi la vie d'un jeune en service civique ou d'une jeune en service civique. Il n'y a pas que le côté mission du quotidien, comme repère santé. Tout à l'heure, il y en a une ou l'un d'entre vous qui avait fait référence à Ciné-Débat. Ouais. Il y a aussi le quotidien en fait de qu'est-ce que Unicité vous apporte dans votre quotidien de service civique. Après, ça peut apporter aussi, par exemple, avec les CEP, on est beaucoup accompagné niveau orientation professionnelle. Donc du coup, ça peut nous aider à réfléchir, par exemple, à nous donner des nouvelles idées. Par exemple, ça a été mon cas, donner des nouvelles idées de métier, d'orientation, d'études à faire. Et ça nous apporte aussi, ça nous libère du temps et ça peut nous apporter tout simplement juste de l'épanouissement, se sentir utile. On vous apprend aussi des formations comme la formation premier secours. Vous avez dû faire aussi la formation civique sur le vote. Oui, c'est ça. Ça s'est passé, je crois, au département cette année, non? C'était pas... Non, c'était à la mairie. C'était à la mairie, carrément? Ah ouais, c'était à la mairie, oui. Et c'était sur l'élection de... Vous avez fait quoi? Ils vous ont fait pas des européennes? Municipal. Oui, c'était municipal. Oui, municipal, on était un peu entraînés. Faudrait qu'on l'explique, voilà. C'était une journée où du coup on était tous ensemble, donc tout Unicité, et on était répartis dans différents partis politiques. Et la matinée, on devait se renseigner sur le parti, qu'est-ce qu'il faisait, etc., qu'est-ce qu'il pourrait faire pour une ville si le maire était élu dans ce parti-là. Et après, l'après-midi, on avait du coup des débats des différents partis politiques. On choisissait quelqu'un qui parlait dans notre groupe. Et du coup, ça permettait de savoir telle personne de tel parti politique était élu maire, qu'est-ce qui pourrait se passer, c'était quoi les ambitions. Est-ce que cette partie-là vous a aidé? Est-ce que vous êtes proche, on va dire un peu... des connaissances politiques, du rôle du maire, du rôle du député, est-ce que ça vous a apporté quelque chose, ce genre de journée? Moi personnellement, je sais que j'ai jamais été vraiment trop informé et j'ai jamais vraiment cherché à m'informer à ce sujet-là. Mais justement, c'est toute cette journée, ça m'a vraiment permis d'en apprendre beaucoup plus sur déjà le déroulé, comment ça se passait en interne, toute la partie débat, toute la partie vote, etc. Moi j'avais trouvé ça super intéressant, toute la partie préparation aussi, où on avait vraiment poussé le jeu de rôle, on va dire, plus loin, c'est-à-dire qu'on a fait des affiches, on avait des journalistes qui étaient sur place qui nous posaient des questions, et donc chaque déclaration, on va dire, était affichée sur un grand écran, donc c'était assez drôle aussi. Moi en tout cas, ça m'a permis de m'en apprendre beaucoup plus de manière générale sur les partis, sur comment ça se passait, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et les autres, si vous avez envie de vous exprimer sur le sujet? Personnellement, je suis déjà impliqué personnellement en politique et je suis déjà militant, donc on va dire que je sais pas si j'ai appris énormément. Par contre, c'était amusant de pouvoir un petit peu
mobiliser ce que je connaissais déjà pour jouer mon rôle, parce que moi j'étais journaliste et donc j'ai pu jouer ce rôle-là, et c'est vrai que moi pour le coup je l'ai vu de façon assez sérieuse cette journée-là, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de manière personnelle, et puis j'étais aussi impliqué dans les élections municipales, donc voilà. Mais justement, dans ce temps de formation, on va dire, qui font partie du socle du service civique, est-ce que tu ne trouves pas justement ça utile pour les jeunes qui sont malheureusement trop éloignés du monde politique, qui ne sont pas formés à l'engagement citoyen, utile que ce genre de choses soient faites? Je trouve ça, je pense que c'est précieux. Je sais pas si j'arrive à estimer l'effet, mais en tout cas, je pense qu'en effet, c'est très bénéfique d'avoir ce genre d'événement, ne serait-ce que pour enseigner un peu les principes simplement des élections municipales, leur fonctionnement, et de permettre aux jeunes déjà de se rappeler qu'elles vont avoir lieu et qu'il est intéressant d'aller voter. Donc je pense que oui, c'est super précieux, et si ça peut inviter plus de jeunes à se pencher sur la politique et à vouloir s'engager de façon militante ou non, je pense que c'est tout à fait bienvenu. Et parce que moi, je me souviens aussi que dans les écoles, on parle pas assez de civisme. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, j'ai trouvé qu'à mon époque, on en parlait plus. Des jeunes que je peux rencontrer maintenant, qui ont quitté un peu les bancs de l'école, m'ont dit non, nous, on a que fait la laïcité, on n'a pas forcément parlé des élections telles que les municipales. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir que pour des moments, on va dire, où on accueille différemment dehors de l'éducation nationale, on essaie de mettre ça en avant dans un temps de parcours dans le service civique. C'est quand même assez important, ce genre de journée. Oui, je pense que l'enseignement civique que ça peut apporter, il passe aussi par le fait que les élections municipales, elles apparaissent comme peut-être celles qui auront les conséquences les plus directes sur le quotidien. Et puis même les propositions qui étaient avancées par les faux candidats en fait étaient beaucoup plus proches de propositions concrètes. On parle pas de manipulation de grands budgets et de projets à très grande échelle. Et je pense que du coup c'est une manière de dire regardez, la politique ça se passe de manière très concrète dans vos rues, et vous pouvez participer à ça, vous pouvez être candidat dans ces élections-là pour agir de manière très concrète sur votre quartier, sur les gens que vous connaissez. Et peut-être que vous avez envie de dire quelque chose de plus sur ce sujet-là, c'est bon? Pas forcément. Après que pour certains jeunes, ça pouvait être drôle et aussi intéressant. Surtout qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas voté et du coup qui ont eu l'âge de voter pour la première fois pour ces municipales. Et du coup ils ont pu voir concrètement comment ça se passait. Est-ce que ça vous a donné envie de voter? Tiens, on va poser la question. Ça s'est passé en février, je crois. Non, en janvier peut-être. 15 et 22 mars. Non, l'élection. Ah oui, pardon, l'événement. C'était mi-février, l'événement en question, ouais. Est-ce que après, peut-être que vous avez discuté avec des camarades de promo qui vous ont dit, du coup, ça m'a peut-être donné envie de voter, ou ça m'a donné en tout cas envie de m'y intéresser? Oui, moi je trouve que personnellement, et même ce que j'ai vu autour, ça donne envie de voter, parce que effectivement, du coup, on voit un peu ce que les partis proposent. Et même du coup, moi qui suis d'une autre ville de Rouen, ça donne envie en fait de se renseigner sur les candidats, ce qu'ils veulent faire dans notre ville. Et pour pouvoir voter, parce que c'est nous qui choisissons, c'est nous qui avons l'avenir de notre ville. Donc. Je suis d'accord avec Emma. Moi personnellement, je sais que ça m'a... Étant donné que j'ai été très impliqué, on va dire, dans tout ce jeu de rôle, étant donné que j'ai eu à représenter un parti directement lors du débat, j'ai trouvé ça super intéressant, et ça m'a fait me pencher un peu plus, en tout cas sur toutes ces questions politiques, et sur justement ce que les partis proposent. Et ouais, ça m'a vraiment donné envie de voter, de m'impliquer un peu plus, parce que ça m'a fait prendre conscience d'à quel point, je me rendais déjà compte, mais pas à ce point-là en tout cas, d'à quel point le vote qu'on fait pouvait impacter nos vies, surtout en tant que jeunes. Merci pour vos réponses sur cette thématique-là. J'ai envie de continuer un peu à vous interroger, à discuter avec vous. Vous arrivez bientôt à la fin de la mission. S'il y a une chose que vous devez retenir et une chose qui devrait être améliorée, ce serait laquelle? Une chose que je retiens, c'est l'utilité, que je peux vraiment être utile, que même si je partais pas avec les plus grandes connaissances de base, que tout le monde peut se rendre utile à son échelle, à sa manière, et que en fait il faut toujours informer les jeunes et les moins jeunes aussi sur les sujets de santé, et qu'on n'en parlera jamais assez. Et si je devais améliorer quelque chose, il n'y a rien qui me vient pour l'instant. Moi je dirais donc ce que j'ai apprécié, c'est la mission. J'ai trouvé ça super intéressant et important d'informer les jeunes
On a énormément d'aides dans le domaine de la santé et je trouve qu'on n'est pas assez mis au courant de ça. Il y en a de plus en plus qui le font sur les réseaux sociaux, mais de manière directe, donc dans les établissements, etc., je trouve qu'on n'est pas assez informé sur ça. Et comme l'a dit Gabriel tout à l'heure, on n'est pas des spécialistes, mais j'ai un peu cette vision de nous en tant que relais un petit peu entre justement ces spécialistes et ces jeunes-là, de pouvoir passer les contacts ou les numéros à appeler en cas de souci, en cas de problème, et de montrer aux jeunes que ce n'est pas une honte de faire appel à des spécialistes pour certains problèmes. Et s'il y avait quelque chose à améliorer, je pense que dans tout ce qu'on fait, on a toujours des choses à améliorer. Mais personnellement, je dirais que ce serait plutôt la partie un petit peu animation et posture qu'on peut avoir vis-à-vis des jeunes. Ce qu'on a eu en formation, c'était déjà très très bien et très complet. Mais étant donné que ça reste des élèves, hein, surtout concernant en tout cas tout ce qui va être collégien, lycéen, etc. Étant donné que ça va être des jeunes, je trouve ça important d'au maximum pouvoir former les futurs intervenants pour justement éviter en tout cas certaines erreurs qui peuvent en tout cas poser problème, puisque c'est des discours qu'on va justement faire face à des jeunes qui sont en pleine adolescence, qui vivent parfois des choses compliquées. Étant donné qu'on est ici sur des sujets difficiles, à mes yeux en tout cas, ce serait une bonne chose d'améliorer encore plus cette partie formation, animation et contact auprès des jeunes, même si elle est déjà très bien. Merci. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment l'épanouissement en tant que tel déjà dans la mission, que ce soit dans l'association ou même comme mes collègues ont déjà dit, vraiment se sentir utile. La relation pair à pair aussi, et aussi toutes les connaissances qu'on peut avoir, parce qu'on a eu des formations, donc on a eu beaucoup de connaissances à ce moment-là, mais aussi des fois ça nous arrive de parler avec des jeunes, ou même peu importe des partenaires, et du coup ça nous apprend vraiment beaucoup de choses. En tout cas personnellement j'ai vraiment appris beaucoup de choses qui pourront être utiles, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et après en améliorant, on s'améliore un peu tous les jours du coup sur les interventions. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui marche pas trop, on essaye toujours de faire des nouvelles choses et toujours d'essayer encore de mieux faire. Je pense que pour ma part, et là je vais un peu dans le sens de ce que disait Mathéa, ce qui est vraiment plaisant dans cette mission, c'est le sentiment qu'on peut vraiment aider les gens de manière très concrète. Je pense par exemple à la mission Solidarité Senior, où c'est des gens qui vont auprès des seniors qui sont isolés et qui leur font passer un bon moment pendant quelques heures, une activité, ils les font sortir. Et donc là, c'est véritablement une aide qu'on apporte aux personnes qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours. Donc ça, je trouve que c'est très précieux. Et je pense que ce que là, j'inviterai à changer, et c'est pas tellement un message que j'adresserai à notre direction, parce que je pense qu'elle est assez peu responsable de ça, mais plutôt aux personnes qui décident d'où va l'argent. Mais évidemment qu'on ait des budgets plus conséquents, parce qu'on fait aussi une mission que, personnellement, j'aurais tendance à attribuer au service public. Et donc, de ce fait, il serait intéressant qu'on ait des budgets à la hauteur des efforts que l'on produit et de ce qu'on permet d'améliorer dans la vie de tous les jours. Tu fais bien d'en parler, parce que je sais pas si vous avez suivi les discussions du budget de 2026. Il y a certains groupes politiques à l'Assemblée nationale qui essaient de remettre en cause l'utilité du service civique. Oui, ça pour le coup, je l'ai suivi en tant que militant, je suis de très près ces enjeux-là, et je trouve qu'évidemment c'est dommage. Peut-être que c'est des gens qui soit ignorent le caractère précieux de ces missions auprès des gens de manière concrète au quotidien, ou peut-être que c'est des gens qui en ont conscience mais qui estiment que c'est pas pertinent, ou qui donnent peu de crédit en fait à ces missions-là et à la prévention de la santé pour parler de notre cas. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est une profonde erreur, et que on pourrait remettre en question la pertinence du service public uniquement si on arrivait à proposer, selon moi, quelque chose de meilleur, peut-être quelque chose de mieux financé, quelque chose de plus organisé, quelque chose de plus institutionnel. En tout cas, je pense que c'est un vrai problème. J'ai une petite question, vu qu'on est sur le côté institutionnel du service civique. Est-ce que pour vous, il serait bon de faire un service civique renouvelable une fois, ou de le laisser tel quel avec 8 à 9 mois de mission ?
Alors, pour le coup, j'avais jamais pensé à cette question, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, je pense que ça pourrait être pertinent de le rendre renouvelable, parce que en fait, tout le monde va pas avoir la même expérience. Il y a des gens qui vont aimer leur mission pour rester une année, mais qui n'ont pas forcément envie de faire plus. Il y a des gens qui trouvent leur orientation, et puis il y a des gens qui peut-être auront du mal à trouver ce qu'ils veulent faire suite au service civique en une seule année. Peut-être des personnes qui auront besoin aussi d'essayer une deuxième mission sur une autre année pour tester quelque chose d'autre, découvrir d'autres horizons, faire de nouvelles rencontres. Donc je pense que ça pourrait être pertinent qu'on ait cette option qui soit donnée à plein de jeunes. Parce que moi, j'ai souvent entendu que, en fait, vu que là, on arrive au mois de mai, c'est la fin de mission pour tous, enfin pour la plupart des services civiques. J'ai toujours entendu cette logique de, en fait, on est installé dans notre mission, ça y est, maintenant on maîtrise le truc, on sait gérer le quotidien de notre mission, et c'est au moment où on sait gérer le quotidien de notre mission que tout s'arrête. D'où l'idée je pensais plutôt, voilà, à ce côté-là de, ça y est, en fait, on a pris le goût, on maîtrise le truc, et boum, on va arriver au mois de juin, et on doit lâcher. C'est vrai que c'est en effet au moment où on maîtrise le mieux notre sujet et nos habitudes et nos méthodes de travail que finalement on doit passer la main. Après, je pense aussi que c'est sans amertume que moi je passe la main, parce que je sais qu'ensuite il va y avoir plein d'autres jeunes qui eux-mêmes vont être très bons dans cette mission-là, et pour qui en fait ça va être aussi super enrichissant, et qui peut-être vont trouver leur voie à travers ça. Donc voilà, je pense que ça reste bon comme ça de se passer la charge au fur et à mesure. En parlant d'avenir, j'ai peut-être coupé la parole à quelqu'un, je vais la laisser peut-être s'exprimer après, mais vu qu'on parle des jeunes, l'un et l'autre d'entre vous, que dirait-il à un jeune, sachant que là les recrutements vont bientôt commencer, qui aurait envie peut-être de s'engager, mais qui ne sait pas où aller. Il se dit, est-ce que je vais faire un service civique ou pas? Vous qui en avez fait un, donnez-nous un peu de motivation pour les futurs volontaires. Viens à Repère Santé, c'est la meilleure promo. Je pense que je dirais ça. Non, plus sérieusement, je pense que je lui dirais tout simplement que, en tout cas, pour faire la promotion de notre promo, après les autres, ça ne me concerne pas trop. Je dirais que c'est une belle mission, que ce jeune va rencontrer du monde. Étant donné qu'on travaille avec on a beaucoup de partenaires, qu'on fait beaucoup de formations, de groupes de travail, etc. Il va beaucoup voyager, il va beaucoup bouger en tout cas. Sur pas mal d'interventions, on a pu prendre la voiture et faire un peu le tour des lycées. Donc on est allé dans des coins où on serait jamais allé de base. Donc c'était assez drôle quand même. Et je dirais tout simplement ce que nous ont dit un peu nos prédécesseurs avant, de profiter et comme ils ont dit, de kiffer leur service civique, c'est le plus important. C'est une belle mission, on est avec des gens de notre âge, on rencontre des gens, on découvre des choses, on en apprend dans des domaines où on n'est pas forcément informé, donc c'est que du bonus à prendre, et puis c'est payé aussi. Pas qu'on touche par mois 620, c'est ça? 615. Ah, pardon. J'ai rajouté 100 euros. C'est mon côté généreux, ça. Ah non, c'est sûr, mais on va laisser Emma et puis les autres... Moi, je dirais que ce soit même dans une ICT ou en service civique en général, ça aide toujours, que ce soit personnellement, déjà de se découvrir. Par exemple, si quelqu'un ne sait pas quoi faire comme étude ou comme métier après, ça aide à découvrir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on pourrait faire et ce qu'on est capable aussi de faire. Et même aussi professionnellement, ça nous ouvre des portes quand même, parce que ça montre qu'on est motivé, qu'on est capable de faire quelque chose, qu'on est assidu, et ça peut justement, si on est par exemple si on est dans le domaine de la santé, dans le repère santé, on rencontre beaucoup de partenaires, et des fois ça peut nous ouvrir des offres d'emploi facilement. Donc. Oui, je suis assez d'accord avec Emma. À quelqu'un qui hésiterait de faire un service civique, je lui dirais de foncer, parce qu'on a parlé du caractère non renouvelable. C'est qu'1 an, ça passe extrêmement vite. Et comme a dit Eri, c'est vraiment que du bonus. On a énormément de compétences, on développe énormément de compétences, de responsabilités. Moi, personnellement, ça m'a apporté une grande estime de moi. Avant de commencer en octobre, je suis quelqu'un d'assez timide. Et maintenant, ça s'est pas vu. Et maintenant, je parle à la radio, je parle devant des jeunes qui me remercient. Voilà. J'ai découvert aussi de super collègues qui sont maintenant des amis. Voilà, on a des belles amitiés, voire plus, pour certaines personnes. Et on gagne en responsabilité, on gagne en autonomie. C'est génial. Ta réflexion me fait penser à une question. Est-ce que dans la vie en dehors du service civique,
l'un et l'autre d'entre vous, vous aurez rencontré, je sais pas moi, peut-être dans un futur taf ou pas. Parce que c'est justement parce que on n'a pas abordé aussi cet aspect-là, c'est que l'avantage de faire des services civiques et surtout chez Unicité, c'est que vous venez de différents territoires de la métropole. Il y en a qui viennent de Rouen à Rouen, il y en a qui viennent de Maromme, il y en a qui viennent de beaucoup plus loin, Millénaire, etc. C'est ça aussi qui est intéressant. Je pense que là, avec mes 4 collègues devant moi, j'en aurais rencontré aucun sans le service civique parce qu'on est vraiment hyper différents. Et finalement, on s'entend super bien. Ça a pu vraiment développer des super amitiés. Et oui, en effet, on vient d'un peu partout, dans Rouen et aux alentours. Donc forcément, en fait, on rencontre du monde qu'on n'aurait jamais rencontré ailleurs, des milieux différents, de cultures différentes, d'âges différents. Et, voilà. Donc c'est très enrichissant de rencontrer autant de personnes. Et puis on n'a aussi pas les mêmes activités, on fréquente pas les mêmes endroits. Et même par exemple, il y a certaines personnes, on s'aurait dit, on n'aurait pas été directement allé vers la personne. Mais finalement, en fait, on voit que même si on est tous différents, on s'entend quand même. On arrive quand même à tisser des liens. Donc... L'intérêt général. L'envie aussi de découvrir l'autre, ça aussi qui est bien. Oui. Puis on a eu cette chance aussi de mener des interventions dans des lycées de quartiers défavorisés. Et donc déjà, on apprend à se connaître les uns les autres qui ne vont pas forcément des mêmes milieux, mais on apprend aussi à travailler avec des jeunes qui viennent de milieux défavorisés éventuellement. Et c'est hyper précieux parce qu'en fait, on se rend compte que dans tout un tas d'interventions, ils sont super impliqués, ils sont super intéressés par le sujet. Et donc, ça nous permet en fait de casser tout un tas de frontières qu'on peut avoir entre les populations. Et ça aussi, c'est évidemment très enrichissant. Et là aussi, j'estime que c'est vraiment d'intérêt général. Avant de finir, je vais vous poser une petite question un peu drôle. Qui est la meilleure CEP ? Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire Jason. Ah, mais vous avez le droit de ne l'émission. pas le citer. Hein. Il est peut-être nul, hein, il faut tout dire. Non, évidemment, honnêtement, on n'a pas tous travaillé avec eux. Mais non, mais évidemment, c'est très chouette de travailler avec Jason qui nous apporte un très bon soutien et qui est juste la bonne dose. C'est-à-dire qu'il n'est pas à nous dicter à la baguette ce qu'on doit faire, mais en fait, il nous laisse beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté. Ça nous permet vraiment de nous approprier ce qu'on fait au service civique. Et pour finir, on va aussi parler d'un petit événement qui aura lieu dans quelques jours. Un événement qui se passe à Rouen, qui va fêter les 10 ans d'installation de Unicité sur le territoire. Si l'un ou l'une d'entre vous pourrait dire un petit mot. Et, on invite tout le monde à venir le 12 mai pour fêter les 10 ans d'Unicité. Parce que c'est un moment convivial et on va tous passer un bon moment. Merci en tout cas d'être venu à l'antenne du 99.1 de la radio HDR. Merci à chacun et à chacune d'entre vous qui avez participé magnifiquement à ce podcast sur les services civiques. Chers auditeurs, ce podcast sera disponible bien sûr sur nos plateformes en replay, Spotify et YouTube. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Un dernier mot pour nos services civiques, nos volontaires. Merci pour l'invitation. Et vive le service civique. Impliquez-vous. Profitez de votre service civique. Merci. HDR 99.1. Le mix.